Bon, on attaque. Ça y est, on est en direct. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette masterclass RH Iago, l'épisode 1, qui est va être centré sur le sujet des KPI et des chiffres dans le recrutement. Et j'ai la chance de pouvoir animer ce webinaire avec Inès Bloch, qui est la responsable marketing chez nous. Bonjour à tous. Salut Inès. Ravi d'être là aussi. Tu es où, toi, Mathieu? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Inès et moi, on est tous les deux au bureau en ce moment et que Inès s'est mise dans la salle de réunion et que moi, je suis dans la cuisine. Et du coup, bonjour à tous. Je vois qu'il y en a qui connaissent déjà le fonctionnement de Livestorm. Donc, il y a sur la partie droite de l'écran, vous avez plusieurs onglets différents. Les principaux qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le chat. D'accord. Donc, n'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible et que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Et un onglet questions qui vous permet d'aller directement poser des questions et qui vous permet aussi d'aller mettre des +1 s'il y a des questions de certaines personnes qui vous intéressent particulièrement. On essaiera de traiter ces questions soit un peu au fur et à mesure, soit à la toute fin, pour que vous puissiez ressortir de là avec le maximum de réponses. C'est toujours intéressant pour nous d'essayer de savoir qui est là et quelle est la population des gens qui nous écoutent. Est-ce que, du coup, je peux vous demander de mettre dans le chat quelques trucs. C'est petit 1, quelle est votre industrie? Donc, dans quel secteur vous travaillez? Et petit 2, sur une échelle de 0 à 5, disons, quel est le degré de besoin de pouvoir mettre des chiffres dans votre processus de recrutement et de pouvoir remonter des chiffres à votre codir RH. L'idée, c'est 0, c'est on vous en demande jamais, et 5, c'est vraiment très très urgent d'être capable de sortir des KPI dans votre process. Donc, essayez juste de donner à la fois, voilà, très bien, votre environnement et la note sur 5 pour essayer de savoir le degré d'urgence. Ouais, merci beaucoup, Damien, Julia, Sabra. Aussi, est-ce que vous nous entendez tous bien? N'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits problèmes techniques et on essaiera d'arranger tout ça. Très bien. Ces quelques masterclass, quelques épisodes de masterclass, donc aujourd'hui, demain et après-demain, sont issus justement de retours qu'on a pu avoir d'équipes de managers de recruteurs ou de recruteurs directement par rapport aux KPI et par rapport aux chiffres, enfin de retours qu'ils ont pu avoir, des angoisses qu'ils pouvaient avoir et des pains. Et justement, les 3 qu'on a identifiés, c'est petit 1, au secours, j'ai besoin de mettre des chiffres pour mon codir RH. Petit 2, j'ai un vrai sujet sur mon rôle en tant que recruteur et le flux de candidatures que je suis capable de recevoir, comment je peux faire pour répondre à tout le monde. Et petit 3, gros sujet d'angoisse qui est lié à la RGPD. Et en fait, ça fait peur un peu à tout le monde, ce sujet-là. Du coup, on allait poser des questions à la CNIL directement pour savoir quels étaient les impacts côté recrutement. Et ça sera mardi. Ça sera jeudi, pardon. Donc aujourd'hui, les chiffres. Demain, expliquer aux recruteurs comment c'est possible d'avoir la conscience tranquille par rapport au comportement candidat. Et jeudi, un masterclass centralisé sur les RGPD. On attaque? Allez, on attaque. Il est 12h04. Je pense qu'on peut commencer. Parfait. Alors, on va jouer tout l'ensemble des masterclass. Hein. C'est de pouvoir jouer un peu à action ou vérité. En fait, c'est plutôt action et vérité que action ou vérité. Le but du jeu étant de rendre le truc un peu interactif et qu'on puisse en fait rendre le truc un peu plus ludique. Voilà, et c'est vraiment, quand on s'est posé la question de donner un peu une thématique par rapport au sujet qu'on voulait aborder, comme on aime bien les jeux de notre enfance, voilà, c'est parti là-dessus, puisqu'il y a vraiment un côté vérité, donc c'est quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui,
et ce côté-là, action, qui est vraiment comment, moi, dans mon entreprise, je peux l'appliquer très concrètement. Et ça va être vraiment le fil rouge de ces trois webinaires. J'en profite pour vous présenter dans les coulisses et dans les couloirs du webinaire et dans le chat. Il y a Mick qui fait partie de l'équipe et qui peut répondre à vos problèmes techniques si vous en avez et qui est là pour justement aider à ce que les échanges soient un peu plus fluides lors du chat. Donc Mick fait partie de l'équipe Yago aussi. Voilà, ah ben il est là, il nous fait un petit coucou. Et moi, je précise aussi que, évidemment, vous récupérez la présentation et qu'il y a un petit goodies à la fin. Donc voilà, on vous enverra tout ça. On va essayer de faire durer ça une 20, 30 minutes, enfin 20, 25 minutes, et de pouvoir avoir du temps à la fin pour traiter les différentes questions-réponses. Midi était un horaire un peu stratégique, c'est pour que vous puissiez chacun avoir fini vos réunions du matin, mais tout le monde va commencer à avoir un peu faim, ou alors il y en a qui vont directement déjeuner pendant le dîner. Mais l'idée, c'est que dans 40 minutes, vous puissiez être libre d'aller vous sustenter. On attaque du coup, ça va se passer. Donc, comme vous le voyez, l'écran est découpé d'un côté les actions et de l'autre côté les vérités. Une petite overview sur le sommaire. On va d'abord se focaliser sur les différents KPI qu'il peut y avoir dans le recrutement au sens large. Donc, avec d'abord un focus sur le sourcing, ensuite sur les différents points de recrutement et après quelques KPI candidats. Et ensuite, on s'est dit que c'était pertinent pour vous de pouvoir avoir des chiffres à mettre en avant auprès des gens qui ne sont pas forcément recruteurs pour leur montrer l'impact de votre métier et du coup pour pouvoir vous donner des billes pour pouvoir aller faire accepter certains projets auprès des directions et surtout des directions générales. Ces chiffres-là, c'est des chiffres issus d'une étude qu'on a fait avec l'IFOP là ces derniers mois. C'est les chiffres qu'on va vous révéler un peu en exclusivité parce qu'ils ne sont pas encore sortis et qu'on attendait toute cette espèce de la fin un peu de cette agitation autour du télétravail et de la crise du Covid. Mais c'est des chiffres qu'on va vous donner en avant. Yes. Alors, commençons directement, donc côté action, avec les KPI qu'on a appelés KPI sourcing. On va commencer directement avec le coût d'acquisition d'une candidature. Donc, c'est vraiment voilà combien vous payez pour acquérir une candidature, qu'elle soit par la suite retenue ou non. Du coup, comment ça se calcule ce coût? On va d'abord prendre en compte toutes les dépenses de sourcing avec les RPO, les cabinets de chasse, etc. On va ensuite prendre tout ce qui est lié à la marque employeur, donc que ce soit à l'externe ou à l'interne. Ça peut être les agences de communication, les réseaux sociaux, tout ce qui est fait en interne pour voilà vraiment attirer les candidats à postuler chez vous. Ensuite, on va prendre toutes les dépenses qui sont liées aux job boards, donc Indeed, Glassdoor, etc., et LinkedIn. Et avec, en complément de ça, les outils de recrutement. Donc, qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous avez payé en fait pour essayer de qualifier au mieux vos candidats et trouver le bon candidat pour vos différents postes. Et enfin, on va ajouter les événements, donc événements physiques et des événements évidemment virtuels qui vont avoir lieu dans les prochains mois avec tout ce qui est forum, salon, etc. Et toute cette somme-là, en fait, on va la diviser par le nombre de candidatures reçues pour pouvoir obtenir ce fameux coût d'acquisition de candidature. Ouais. Ce but-là étant de vous donner un chiffre global de, en fait, combien vous a coûté une candidature en enlevant toute forme de pertinence de profil, combien ça vous a coûté d'acquérir une candidature. Juste ça. Ce qui va compter est en fait, souvent donc vous avez action, la proposition de KPI, vérité, en fait les retours qu'on peut avoir et à vous faire sur cette partie-là. La vérité, ce qui va compter réellement par rapport à ce chiffre que vous allez remonter, c'est de faire le delta. De regarder le pourcentage d'économie que vous allez pouvoir réaliser entre deux exercices ou entre deux prises de mesure. On peut se focaliser sur des années, on peut faire le test sur des semestres. Il faut juste pouvoir comparer ce qui est comparable et être capable de donner des pourcentages d'augmentation.
Encore une fois, l'autre point, c'est que c'est extrêmement variable en fonction des secteurs. Si on regarde ce chiffre-là, l'idée, c'est aussi de vous donner des benchmarks par rapport au marché, c'est de pouvoir vous donner un coût par candidature en fonction des secteurs d'activité. On vous a fait toute une grille. Ça commence à 7 euros en grande distribution. On passe à 9 euros dans le secteur du BTP. Donc là, ouvrier, ça va de l'ouvrier jusqu'au cadre hein, dans ce secteur-là. Banque, pareil, on parle de la banque de détail comme dans le service support. Les métiers de l'audit, on passe à 18 euros. Et le grand gagnant, ceux qui achètent leur profil, leur candidature le plus cher, ce sont les entreprises de services dans le numérique, donc les SS2, à 34 euros par candidature. Encore une fois, ce chiffre-là a vocation à vous donner un benchmark pour que vous puissiez vous positionner par rapport aux autres secteurs. Et c'est toujours intéressant d'aller regarder quelle est l'évolution de votre chiffre sur 2 exercices. Ok, le deuxième KPI. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des points qui ne sont pas très clairs sur ces chiffres-là. N'hésitez pas à poser vos questions à la volée ou à utiliser directement l'onglet questions. Ça vous permettra de. Enfin, nous, on sera alerté à chaque fois dès qu'il y a une question qui est posée. Ouais, et on pourra les traiter. Du coup, le deuxième KPI de recrutement qu'on va regarder, c'est tout ce qui est lié en fait au volume de candidatures et comment elles sont traitées dans les processus de recrutement. Donc, on peut commencer par regarder ce premier chiffre qui est le nombre de candidatures marquées comme fermées, donc qui ont été traitées dans le côté positif ou négatif, divisé par le nombre de candidatures totales. Donc, ça va vous faire un ratio en fait sur voilà, quel est le pourcentage de candidatures qui sont effectivement traitées, qui sont vues par les recruteurs versus ceux qui ne sont pas vus, qui ne sont jamais traités, et alors que les candidats pourraient être pertinents. Ensuite, on va regarder le délai moyen de recrutement par poste. Donc voilà, à partir du moment où le candidat postule, combien de temps ça met pour que le candidat prenne ses fonctions. Pareil, ce qui sera intéressant de regarder pour les différentes évolutions par la suite. Et enfin, on va regarder la durée de vie moyenne d'un collaborateur dans l'entreprise. Donc là, c'est vraiment un KPI sur, disons, l'efficacité. Est-ce qu'on a réussi à trouver le bon candidat qui va être heureux dans l'entreprise et qui va réussir à performer. Tu peux passer, Mathieu? Oui, sans problème. Merci. Pour vous donner encore une fois un retour marché, en France, il y a 54% des candidatures qui ne sont pas traitées. 54%, là-dedans, on met toutes les candidatures spontanées qui sont jamais ouvertes, toutes les candidatures qui correspondent, enfin, des candidats qui ont postulé juste un peu après que vous ayez commencé à avancer votre processus de recrutement avec certains profils qui correspondaient bien. Ce chiffre-là permet de nous donner, c'est pareil, c'est une moyenne en France, et ce chiffre-là permet de vous positionner sur est-ce que, en fait, pour trouver enfin, ce qui ressort de ce chiffre-là, pardon, c'est pour trouver un bon candidat, il faut en fait avoir un peu reçu 2 candidatures, si on extrapole ce chiffre. Ce chiffre-là nous donne aussi un bon moyen, un bon indicateur du manque à gagner qu'on peut avoir dans son processus de recrutement par rapport à combien on a dépensé pour acquérir une candidature. Donc, si on regarde, ça fait qu'il y a en France 54% des candidatures qui ne sont pas réellement réutilisées derrière. Pour les deux derniers indicateurs, donc le délai moyen de recrutement par poste, là, il faut piloter en fonction de la pénurie des profils qu'il peut y avoir. On met beaucoup plus de temps à recruter un développeur que de recruter un assistant RH. Mais donc là, il faut absolument avoir une granularité en fonction de la typologie du poste. Et pour la durée de vie moyenne d'un collaborateur, il est capital d'avoir la typologie en fonction du département. Parce que là, quand on regarde, nous, ces KPI-là, il y a des biais monumentaux qui viennent se greffer là-dedans. Typiquement, si le manager est insupportable avec ses équipes, en fait, les gens auront tendance à partir. Si c'est un mauvais manager, en gros, les gens auront tendance à partir beaucoup plus tôt, là où, en fait, c'est un peu indépendant de la volonté du recruteur. Et dans une équipe qui a un turnover beaucoup plus important,
on se retrouve, si jamais on croise typiquement une équipe avec un turnover important, alors que ce sont des métiers pénuriques, on se retrouve à faire à devoir sans cesse réacquérir des candidatures qui sont difficiles à acquérir. Et c'est là où ça vaut le coup d'avoir des warnings et d'avoir le mélange de ces deux KPI-là sur le pilotage des projections de recrutement qu'on va pouvoir faire. Voilà, le dernier KPI de recrutement, il va concerner les viviers. Donc, on est tous d'accord pour dire que les viviers, c'est bien. Après, voilà, c'est plus ou moins facile à faire avec les ATS, etc. Et surtout, on va regarder comment animer ces viviers. Donc, ce qu'on peut regarder comme chiffre à propos de ça, c'est le nombre de candidats qui sont mis en vivier par rapport à toutes les candidatures reçues. Donc, il y a le nombre et il y a aussi le pourcentage. Il y a le nombre de communications qui ont lieu avec ces viviers pour maintenir les candidats motivés à vous rejoindre. Et il y a le taux d'efficacité de ces viviers, donc parce que le but d'un vivier, c'est de garder des candidats, des profils pertinents pour qu'ils repostulent, pour les recontacter par la suite quand on aura d'autres postes. Donc, c'est voir l'efficacité de ces viviers qui vont par la suite intégrer l'entreprise. D'un point de vue pratique, le nombre de candidats que vous mettez en vivier par rapport au nombre de candidatures que vous pouvez recevoir, c'est ce que chez nous on appelle le degré de sévérité. C'est-à-dire, est-ce que quand on construit ces viviers, on se dit qu'on va essayer de construire ces viviers en ne gardant que, disons, la crème de la crème des candidats, ceux avec lesquels on va vraiment échanger dans un délai très court. Donc, on va garder que 10% de son candidature. Ou, à l'inverse, avec d'autres typologies de clients, on va garder, mettre dans les viviers que, disons, 45, on dépasse rarement 45% de candidatures qu'on va mettre dans les viviers. Donc, est-ce qu'on est un peu plus large, plus sympa dans le degré d'acceptation de mise en vivier? Pourquoi étudier le nombre de communications qu'on peut faire avec les différents viviers par an? Et très souvent, en fait, d'un point de vue très pragmatique, les équipes de recrutement se disaient super, on va mettre en place des viviers pour être capable de fidéliser nos candidats et notre ATS nous permet d'aller mettre des candidats dans des bonnettes. Si derrière, il n'y a pas un nombre de communications suffisant pour être capable d'aller maintenir une conversation avec les candidats ou de les rappeler et de leur reproposer des offres d'emploi, en vrai, ça sert à rien de faire des viviers. Donc, c'est pour ça qu'il faut au moins passer un certain seuil de 5-6 communications avec un candidat par an qui est dans un vivier. Et le taux d'efficacité, c'est mesuré dans le nombre de candidats que vous avez effectivement recrutés, combien de ces candidats-là avaient été mis dans vos viviers précédemment. Donc, combien de candidats n'avaient pas été retenus suite à une première candidature et ils ont ce que nous on appelle rebouclé, repostuler à une offre d'emploi et là ont été recrutés. Le retour moyen, c'est pour t'expliquer, tout le monde est convaincu en fait que les viviers, ça marche si c'est bien fait. Effectivement, ça marche. En moyenne de ce qu'on voit chez nos clients, on monte à 6% des candidats recrutés qui avaient été précédemment mis dans un vivier. Très souvent, ce taux d'efficacité-là, ça fait que si ce dispositif de mise en vivier des candidats, ça fait partie du top 3 ou du top 5 des meilleurs leviers d'acquisition de candidatures. Donc, c'est très souvent juste derrière le site carrière et LinkedIn. Et après, il y a justement les propres viviers que vous aurez pu, les propres viviers animés que vous aurez pu vous construire. Yes, le dernier KPI côté recrutement qu'on va regarder, c'est vraiment la pertinence des sources d'acquisition de profils. Donc, en gros, il faut lister tous ces canaux d'acquisition qu'on utilise, donc LinkedIn, Welcome to the Jungle, etc., pour pouvoir comparer les candidats pertinents qui viennent de ces profils-là. Donc, en général, on peut le voir à partir des postes des candidats qui ont été choisis en entreprise. C'est encore plus pertinent de voir parmi les viviers, puisque le volume est plus important, de voir d'où viennent ces candidats qui sont pertinents. Sachant qu'après, il faut aussi pondérer par rapport à la notoriété, par rapport aux canaux sur lesquels on peut vraiment pas s'enlever de ces canaux-là parce que voilà, ça c'est pour l'image
et aussi se dire que le canal par lequel postule le candidat, c'est un des points de contact qu'on a eu avec le candidat. C'est le dernier, celui qui va mener à la candidature, mais évidemment, il y en aura eu d'autres. Donc tout ça, ça va nous permettre d'adapter notre stratégie de sourcing pour 2021 avec les différents salons où aller, les relations écoles, les job boards, etc. Le but de l'approche là, c'est vraiment de vous donner une vision très pertinente de OK, qu'est-ce qui a effectivement marché comme source? Et que vous puissiez, dans votre stratégie d'acquisition, vous dire aussi, bon, de toute façon, on le sait, disons LinkedIn, c'est capital si je veux pouvoir attirer des cadres, parce que au moins ils auront vu mes offres sur ce support-là. Et c'est pas forcément via ce support-là qu'ils ont postulé en dernier, mais dans votre, disons, votre appréciation de votre stratégie de sourcing, ça vaut le coup vraiment de vous-même mettre une pondération en fonction de ce que vous percevez et ressentez du marché. Et le deuxième truc, c'est effectivement aller étudier est-ce que le profil a été pertinent par rapport à vos métiers. Donc ça, on peut le voir. Est-ce que c'est lui qui a été recruté ou est-ce que c'est lui qui a été au moins shortlisté? Quelles sont les sources qui vous ont apporté des profils qui étaient effectivement shortlistés? Le mieux, effectivement, comme le disait Inès, c'est d'abord de se focaliser sur quel support vous ont apporté les profils que vous allez mettre en visibilité. Ce travail-là, historiquement, il est censé être fait par les agences de caméras ou les brokers qui sont censés vous donner une pertinence en fonction des supports et en fonction des sources. Le drame, c'est qu'ils ont qu'une vision sur le volume de candidatures que vous avez reçues, mais ils n'ont aucune vision sur la pertinence des profils que vous avez reçus. Donc, vous êtes un peu obligé d'aller soit chercher, vous battre avec votre ATS, et c'est pas toujours très simple avec ATS de pouvoir remonter cette donnée, mais de remonter quels sont les profils pertinents et de pouvoir les lier à la source pour justement être capable de vous permettre de rechallenger et de diminuer votre coût d'acquisition par candidature sur l'année suivante. Hop, et le dernier KPI qu'on va regarder, c'est le KPI qu'on a appelé KPI candidat. Donc, c'est vraiment du côté candidat, c'est comment vos candidats évaluent vos processus de recrutement. Voilà, pour savoir en fait ce qu'il faut améliorer. Ça peut être au niveau global, c'est aussi important de voir voilà sur des petites actions, des petits moments comment ça se passe. Donc là, le mieux, c'est d'évaluer les candidats selon leur parcours chez vous. Donc, est-ce que c'est un candidat qui est en cours, qui vient candidater sur le site? Est-ce que c'est un candidat qui a déjà passé un entretien? Un candidat retenu ou alors un candidat rejeté pour avoir voilà les informations les plus précises possibles. Cette mesure-là, c'est une vraie tendance qui est en train de se dégager en ce moment dans les RH. Copie-colle une mesure du comportement client qui s'appelle donc le NPS, pour Net Promoter Score. On voit ça fleurir un peu partout en ce moment. Remonter du coup des KPI de satisfaction du candidat de son processus de recrutement et de pouvoir le faire aux grandes étapes de son processus de recrutement, c'est hyper intéressant à aller chercher. Il y a deux gros écueils qui sont derrière ça. C'est petit 1, il faut absolument que ce dispositif soit interfacé directement sur votre ATS, sur votre outil de gestion de candidature, parce que sinon, en fait, c'est un vœu pieux qui n'est absolument jamais fait. Et du coup, c'est au petit bonheur la chance quand vous allez penser que vous allez effectivement envoyer le questionnaire à vos candidats. Mais le gros truc, le gros point noir de cette approche de demander au candidat qu'est-ce qu'il a pensé de son expérience avec l'entreprise, c'est qu'il y ait un sentiment de flicage en fait par les équipes de recrutement si c'est fait par l'ATS, parce que on est capable d'aller, ça veut dire qu'on est capable d'aller traquer pour savoir si ce candidat-là qui a répondu alors qu'il avait postulé à cette offre-là, ça veut dire que c'était ce recruteur-là qui a mal fait son job et qui lui a pas répondu, avec lequel ça s'est passé. Et du coup, il y a un gros risque de lever de bouclier, parce que c'est pas du tout dans la culture, d'aller évaluer le travail du recruteur à travers le prisme du candidat. C'est pas le but de ce KPI-là. Du coup, c'est pour ça qu'il y a deux
deux gros warnings qu'il faut avoir. Il faut être capable d'aller remonter une évaluation de l'expérience de candidature par le candidat sans que ça nuise au travail du recruteur et que le recruteur ait le sentiment de se faire piquer, et en expliquant correctement au candidat que ça ne va pas influencer son processus de recrutement, même s'il fait un débrief très très honnête de comment il a été reçu et comment ça s'est passé. Très très honnête, ça peut être un peu cash et difficile. Donc le candidat, il aura tendance à biaiser son jugement et à pas vous remonter les bons KPI si il sait que ça peut avoir un impact. Donc il faut absolument que ça soit interprété sur le processus de recrutement, mais il faut que ça soit fait par quelque chose qui peut impliquer ni le recruteur, ni interférer dans le processus de candidature. Et après, on ne peut que vous conseiller d'aller régulièrement relever qu'est-ce que disent les candidats sur les supports, les questionnaires externes, type Glassdoor ou Choose My Company. Ça fait partie des éléments qui sont assez faciles à aller vérifier et qui une évolution ou un pourcentage d'amélioration de ces chiffres-là, c'est un truc qui parle toujours. Exactement. Donc voilà pour les KPIs dans les RH. Maintenant, il est temps de révéler les résultats, ce qu'on a pu observer avec notre étude IFOP, donc comme le disait Mathieu au tout début, qui a été réalisée en mars 2020 sur près de 500 actifs et qui avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de définir ce qui était une mauvaise expérience de candidature pour le candidat. Et le deuxième objectif, c'était vraiment de faire le lien entre la rancœur d'un candidat qui a été déçu parce qu'il a eu une mauvaise expérience et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Vas-y. Ouais. Donc yes. Donc voilà, la mauvaise expérience, clairement, c'est lié à la réponse ou plutôt à la non-réponse côté entreprise. Donc voilà, c'est vraiment pas de réponse, ou alors c'est aussi une réponse qui est négative, qui est automatisée, qui est informelle, où le candidat se sent vraiment comme un pion à qui on donne une réponse, voilà, sans vraiment donner plus d'informations que ça. Souvent, c'est en plus dans des délais assez larges et où vraiment, par rapport à la marque, ce que lui a vendu la marque employeur de l'entreprise, où on attendait que lui, etc. Là, il y a un vrai décalage qui fait que voilà, il va considérer que c'est une mauvaise expérience. Et le résultat de cette étude, c'est qu'il y a 84% qui déclarent qu'ils ont déjà vécu une mauvaise expérience de candidature avec une entreprise. Alors, ce 84%, il nous explique un peu deux choses. C'est que quand on pose la question à un candidat, en fait, il dit à chaque fois, bah ouais, ça s'est mal passé. Et parce que pas de réponse ou pas de réponse négative, ou une réponse négative automatisée. Mais ce qui ressort, c'est juste un sentiment global du point de vue d'un candidat. Nous, ce qui nous intéressait réellement sur ce chiffre-là, c'est d'aller regarder au niveau de l'individu. Chaque personne, qu'est-ce qu'il en pense? Et en moyenne, un candidat a une rancœur contre 7,4 entreprises. Ça veut dire qu'un candidat est capable de citer, allez, disons 7 entreprises avec lesquelles ça s'est mal passé au cours de sa carrière. Donc justement, avec lesquelles il a eu une mauvaise expérience de candidature. Ça fait mal, en fait. Ouais, et du coup, vraiment, pour traduire ce chiffre-là, cette rancœur niveau chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire que clairement, un candidat déçu, bah, ça peut être un client en moins, donc ça impacte directement le business. Voilà, on a voulu voir la rancœur versus le comportement d'achat. Voilà. Et là, bah, pareil, on a un chiffre qui est ressorti, c'est que 60% des candidats sont prêts à boycotter une marque après une mauvaise expérience de candidature. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi j'ai été un peu coupé, mais ben voilà. Oui. Ok. Et en fait, ce qui nous intéressait aussi particulièrement à travers cette étude, c'est d'être capable d'aller regarder la différence entre du B2B et du B2C. Donc, on pense souvent quand on regarde le premier chiffre de 60%, oui, mais ça s'applique que pour des entreprises qui
vendre des produits et du coup, le boycott, on le sentira que sur du retail, par exemple. Ouais, en B2B, il y a 49% des candidats qui sont prêts à boycotter une marque dans leur vie professionnelle. Ça veut dire que si on prend l'exemple en B2B très simple, un jeune étudiant qui sort d'une école de commerce et qui postule dans un cabinet d'audit, si jamais il a une mauvaise expérience quand il est jeune étudiant et qu'il n'a pas un bon souvenir de son passage, de sa candidature dans ce cabinet d'audit-là, ben, il y a quand même la moitié de chance pour que finalement, quand il soit plus grand, il n'est plus du tout, qu'il devienne du coup, je sais pas, DAF ou responsable financier, il est très envie de boycotter cette marque. Et prenons un autre exemple en B2C, là c'est assez facile de le sentir. Une marque comme Decathlon ne recrute que des gens qui ont, ok, certes, une très bonne relation commerciale, mais qui sont aussi passionnés par le sport. Et il y a 57% des candidats qui sont prêts à boycotter une marque en tant que consommateur. Donc ça veut dire qu'un candidat qui postule chez Decathlon et qui est frustré par son expérience de candidature, il y a du coup 6 chances sur 10 pour qu'il aille plutôt faire ses courses chez Intersport. Et ça se duplique dans un peu tous les secteurs. Donc ce chiffre-là, il traduit l'espèce de perméabilité entre l'expérience de candidature, le ressenti qu'a un candidat de la considération qu'on a pu lui apporter à lui en tant que personne et sa capacité de mémoire et de rancœur et l'impact que ça peut avoir. Les chiffres qui avaient été donnés précédemment qui avaient été donnés il y a 7 ou 8 ans, je crois, sur cette approche-là, on était à 39%. On est passé à 60 là. Et il y a de fortes chances pour que ce chiffre-là continue de grossir et que cette tendance-là continue à devenir de plus en plus grande dans le comportement des candidats. Yes, du coup, à la fin, voilà, là, on vous propose un petit outil de calcul pour vraiment voir, vous, dans votre entreprise, quelle est la quantité de chiffre d'affaires que vous pourriez récupérer avec un processus de candidature gratuit. Donc, dans le support, vous aurez le lien. Je vais aussi vous le mettre dans le chat. Voilà, je vous mets dans le chat. Je passe juste là. Donc, c'est vraiment un outil, un petit calcul assez simple pour voir voilà, le chiffre d'affaires à récupérer. Avec, dans un premier lieu, il faut rentrer le nombre de postes qui sont ouverts, puis le nombre de candidats reçus pour l'ensemble de ces postes, choisir si vous êtes plutôt dans le secteur B2B ou B2C, et rentrer le panier moyen d'un client chez vous. Et ça vous donnera, en fait, voilà, le chiffre d'affaires à récupérer. Donc, je vous invite à récupérer. Vous pouvez soit ensuite télécharger, aller dans Fichier et télécharger sous format Excel, ou alors télécharger dans le Drive pour pouvoir faire les calculs, puisque là, vous êtes en lecture seule. Très bien. Je vois que le temps défile. Pour vous expliquer très rapidement ce qu'on fait, je suis Iago, mais on va assez vite passer sur la réponse. Mais notre métier, le métier de Iago, c'est d'être un service pour vous aider à vous garantir que chacun des candidats aura une réponse personnalisée et bienveillante suite à sa candidature. On vient directement se plugger sur votre outil de recrutement ou sur votre boîte mail pour prendre en charge directement la réponse au candidat et faire en sorte que ça puisse, que 100% des candidats qui ont postulé chez vous gardent une bonne image de vous. Donc là, c'est un vrai enjeu de com. Le deuxième métier d'Iago, c'est de vous permettre de vous constituer vos propres viviers faits pour vous et on les anime pour vous. Donc là, on a plutôt un rôle de CRM, un service encore de CRM pour candidats. Et notre métier, c'est justement d'aller remettre les candidatures en début de votre process. D'aller maintenir la conversation avec ces candidats-là, parce qu'on a évalué qu'ils étaient pertinents, pour aller les fidéliser pour vous et leur redonner les nouvelles offres d'emploi qui correspondent exactement à leur profil. Et le troisième métier d'Iago, c'est justement vous permettre d'avoir une vision
et de remonter tous les stats et tous les chiffres tous les chiffres dont vous pouvez avoir besoin pour être capable de mieux piloter vos stratégies d'acquisition de candidats et de diminuer vos coûts d'acquisition de candidatures. Et du coup, voilà les trois gros piliers. Donc, petit 1, répondre à tout le monde, c'est un enjeu de com monumental. Petit 2, organiser pour vous la mise en vivier et la fidélisation des profils pour remettre les candidats en début de process. Donc là, c'est un enjeu d'efficacité de recrutement. Et petit 3, vous donner toute la visibilité pour être capable de construire votre stratégie de recrutement le plus efficacement possible. Du coup, si vous avez des questions et réponses, je vois qu'on a un peu débordé sur le temps. Je vois que... Check. Ah oui, il y a Rodolphe qui avait une question. Comment vous interfacez-vous avec un ATS, par exemple, ou avec Google, alors qu'on a déjà des templates de réponse? Le vrai drame dans une expérience de candidature, c'est que si un candidat postule à plusieurs annonces, en fait, l'ATS et les réponses automatisées de la part de Welcome to the Jungle, pour l'exemple, elles ne seront pas du tout contextualisées. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun... ça sera le même mail envoyé au candidat, que ce soit sa première, sa seconde ou sa troisième, enfin sa première, sa deuxième ou sa troisième candidature. Et du coup, le candidat, en ressenti candidat, il est extrêmement déçu par ce point-là. Et nous, ça fait partie des sujets qu'on vient à les solutionner, c'est que les templates, les réponses qu'on va faire au candidat évolueront en fonction de son historique. Le point, c'est on vient s'interfacer directement sur les ATS par API la plupart du temps. Et dès qu'un candidat est notifié, est tagué dans l'outil comme étant non retenu sur un poste, c'est plus tout l'ATS, donc Welcome to the Jungle, qui envoie le message automatique. C'est nous qui prenons la main et qui allons effectivement étudier par notre équipe RH. Du coup, je suis au bureau, donc dont le métier, c'est d'aller étudier les CV des candidats et des candidats rejetés chez nos clients pour aller effectivement construire la réponse qui va leur être apportée et petit 1, la contextualiser en fonction de l'historique des échanges qu'il y a pu y avoir avec le candidat et qui vont pousser la personnalisation jusqu'à donner des conseils au candidat pour appeler son CV. Donc en fait, ça change. On s'interface par API ou parfois avec d'autres technos et pour aller récupérer les données de candidature et pour que ça ne change rien à la vie du recruteur. J'espère, Rodolphe, que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire si jamais il y avait des points qui n'étaient pas très clairs dans mes explications. Cool. Pas de problème. L'idée, c'est, là, ce qu'on voulait vraiment, c'est, OK, ça fait un peu masterclass au sens académique, ce qu'on vous a donné comme KPI à construire. Disons avec tout l'historique qu'on peut avoir avec Iago, en gros, on est interfacé sur, je dirais, 70% des ATS du marché. Et on est capable de vous donner de vous filer un coup de main pour aller remonter les bonnes stats en fonction de vos différents ATS. Donc, n'hésitez pas, soit Inès, soit moi, soit il y a Ellie aussi dans l'équipe, qui a des bonnes compétences là-dessus, qui pourra vous accompagner et vous aider pour aller extraire et manipuler ces données pour vous aider à construire votre stratégie de recrutement. Parce qu'en fait, tout l'enjeu, il est là derrière, c'est comment faire baisser ce coût d'acquisition d'une candidature et comment améliorer la pertinence des profils que vous pouvez recevoir. C'est ça, en fait, les deux trucs sur lesquels vous êtes attendu. Et vous allez être attendu sur ces deux chiffres-là et surtout sur l'évolution dans le temps que ces deux chiffres-là pourraient avoir. Ah ouais, tu as déjà mis le lien vers la suite. Si jamais les deux autres sujets qui sont petit 1, enfin peu demain du coup, c'est vous mettre un des trucs qu'on a en fait qui est remonté de la part de la plupart des équipes de recrutement, c'est cette frustration énorme de la part des recruteurs d'avoir voulu faire des ressources humaines, mais de finalement avoir l'impression d'être pas très sympa avec tous les candidats qui postulent dans leurs entreprises. Un recruteur, humainement, ça lui fait beaucoup de mal très souvent d'envoyer un message automatique à un candidat parce que c'est pas pour ça qu'il a signé et c'était pas son moteur initial pour devenir recruteur. Donc,
le but de la masterclass de demain, alors je sais plus à quelle heure elle est exactement, mais Elle est à 11 heures demain. très bien. Le but de la masterclass de demain, c'est de vous filer un coup de main pour mettre votre métier plus en accord avec votre conscience. Si je devais résumer le truc, pour vous aider à mieux respecter les candidats et comme justement en leur faisant des réponses un peu plus personnalisées. Et là, du coup, j'aurai la chance de faire ça avec Elodie, qui est chez nous la responsable de l'équipe de prod, donc qui est assise là derrière moi, et qui est l'équipe de prod, qui est l'équipe qui regarde les CV de tous les candidats de nos clients. Et jeudi, on vous fera un feedback sur justement nos échanges avec la CNIL sur qu'est-ce qui se passe sur les process de recrutement, parce que il s'avère que il y a un peu à boire et à manger dans ce qu'on peut lire et dans ce qu'on peut entendre même de la part des ATS, et que les DPO dans les entreprises ont souvent, enfin, les délégués à la protection des données, ont souvent traité les données des candidats un peu à la légère, et ben, les recruteurs sont pas du tout à l'aise avec ce sujet-là, donc c'est pour ça qu'on va faire un feedback sur les différents faits. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire sur les 2 prochaines. Et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions. On est trouvable sur LinkedIn avec Inès sans souci. Yes. N'hésitez pas. On va vous laisser aller déjeuner. Merci infiniment d'être venu. Et c'est l'interphone hein, chez nous. Ouais. Je ne sonne jamais, c'est bizarre. Euh, et du coup, n'hésitez pas, ouais, si jamais vous avez des questions, on est Ouais. trouvable sur LinkedIn sans problème pour répondre à vos quelques questions. Et c'est normal d'avoir des questions qui tombent que quelques heures après. Ça s'appelle avoir l'esprit d'escalier. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous toper sur LinkedIn pour avoir des réponses à vos questions. Merci Inès. Oui, merci Mathieu, merci à tous d'être venus. Et puis, du coup, à demain pour la suite. Exactement. Merci beaucoup à tous. Au Salut, revoir. à bientôt.